Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Skriniar sont officiellement des joueurs du PSG. On va pouvoir en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, du côté du PSG, le mercato commence à s'activer. Enfin, on a eu les premières officialisations après celle de Luis Enrique, dont d'ailleurs on en a aussi parlé dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. On a parlé de sa conférence de presse et tout. Enfin, du côté du PSG, ça y est, on officialise des joueurs en plus sympas et tout. Il y a une petite DA plutôt sympa, je trouve, cette année au niveau du mercato du PSG, avec la petite interview quand ils arrivent, avec la question sur quelle légende vous a le plus marqué du côté du PSG, votre légende préférée, et aussi ce truc pour officialiser chaque transfert. Ça va faire une petite chaîne de brésiliennes. Voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est les petits mots pour commencer cette vidéo. En tout cas, enfin, on a eu les premières officialisations. On va parler de chaque joueur dans cette vidéo avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je le répète, mais n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et c'est gratuit, ça vous coûte, ça vous prend vraiment 2 secondes. Bon, on va passer tranquillement au sujet principal de cette vidéo. Commençons par Milan Skriniar sous ses nouvelles couleurs. Enfin, depuis le mercato d'hiver, ça fait un long moment, ça fait 1 an du coup, parce que de base on le voulait lors de l'été dernier, lors du mercato dernier. L'année dernière, ça nous parlait quand même de 70 millions. Au final, on a attendu 1 an. Certes, cette année, ça a été plutôt compliqué parce que justement, dans le secteur défensif, en défense centrale, on a été plutôt léger. Heureusement qu'on a eu un Danilo Pereira qui a su faire l'intérim d'une très belle manière et qui d'ailleurs maintenant, je trouve que c'est son poste, quoi. C'est-à-dire que maintenant, Danilo, c'est un défenseur central. Moi, je le considère même plus comme un milieu de terrain. Malgré tout, bon, il arrive 1 an après. T'économises du coup les 70 millions que t'aurais dû payer l'année dernière. Le joueur reste très intéressant. Milan Skriniar, moi je trouve que c'est une très belle pioche de la part du PSG. Rien à redire là-dessus. Honnêtement, je suis plutôt content de son arrivée. Je pense qu'il va apporter quelque chose à l'effectif. Dans le profil, voilà, en plus, c'est un défenseur qui, dans son style, nous manquait un peu. Un défenseur très rugueux qui a vraiment la science défensive, mais en même temps, il a un petit peu ce côté stopper. Et moi, je trouve qu'il est vraiment un bel alliage entre la science, la lecture défensive d'un Marquinhos et le côté stopper un peu rugueux et un peu je vais au charbon qu'un Kipembe. Donc moi je trouve que c'est le bel alliage entre les deux. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que les deux. Ça veut juste dire qu'il a des qualités un petit peu des deux côtés. Donc dans le profil c'est un peu parfait, même s'il est un peu moins bon balle au pied. Par contre, le truc qui me gêne énormément avec l'arrivée de Milan Skriniar, c'est son dos. Et oui les gars, c'est son dos. Alors c'est assez bizarre dit comme ça, mais on le sait. Il n'a pas joué avec l'Inter, si je ne me trompe pas, depuis le mois de février, quelque chose comme ça. Depuis le mois de janvier-février. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mois de janvier, il avait annoncé qu'il rejoignait le PSG, que tout était fait, tout était bouclé depuis le mois de janvier, même si ça a été officialisé que maintenant. Parce que depuis le mois de janvier-février, il a plus joué avec l'Inter. Et pourquoi il a plus joué avec l'Inter? Parce qu'il a eu d'énormes soucis au niveau du dos. Et on sait que les soucis à ce niveau-là, surtout quand tu pratiques un sport de haut niveau, tu peux avoir des séquelles à vie qui peuvent marquer la fin de ta carrière. Faut pas oublier aussi que malgré tout, bon, il n'est pas cramé, il n'est pas vieux, mais il commence à arriver à un âge où avoir ce style de blessure, ça peut être très handicapant. Il n'a pas 22 ans, quoi. Il n'a pas encore, entre guillemets, la force de l'âge de, entre guillemets, ton corps skip un peu la douleur et tu peux un peu plus forcer que quand tu arrives vers les 30 ans. Skriniar, là, je crois, si je me trompe pas, il a 28 ans. Je me demande même s'il se dirige pas vers ses 29. Donc, sur le point de vue physique, surtout qu'on va en reparler, mais c'est pas encore officialisé, mais t'as un Lucas Hernandez qui vient de se faire les croisés et qui va sûrement arriver aussi. C'est-à-dire qu'en gros, dans le secteur défensif, sur le papier, tu recrutes 2 joueurs de bonne qualité, mais tu les recrutes à des moments où les deux, physiquement, t'as des grosses incertitudes. Et pour moi, c'est vraiment le gros point négatif de cette signature de Milan Skriniar, c'est que tout a le profil du bon coup. Tu le prends gratuit, le mec il a fait des top saisons à l'Inter, c'est un profil que t'as pas forcément, il va t'apporter quelque chose à l'effectif, il arrive dans la force de l'âge, 28 ans techniquement t'es dans la force de l'âge, mais le problème c'est que physiquement il arrive sûrement dans l'un de ses pires états de sa carrière. Faut pas oublier que du coup comme j'ai dit il s'est fait opérer du dos. Tu sais pas comment il va revenir, tu sais pas comment il va commencer sa rééducation, même si c'est vrai qu'il a recommencé à jouer avec son équipe nationale. Mais voilà, point négatif. Mais sinon, malgré tout, je reste quand même assez content de la signature de Skriniar.
Passons à Marco Asensio, ça a été officialisé aussi quelques temps après. Skriniar, ça a été le premier. Asensio, je crois que ça a été quelques heures après. Du coup, Asensio sous ses nouvelles couleurs. A noter aussi, j'en ai pas parlé, Skriniar qui a signé jusqu'en 2028, Asensio qui a signé jusqu'en 2026, donc un contrat de 3 ans. Asensio, c'est pareil, sur le papier, moi je trouve ça pas mal, mais j'ai des points négatifs. Encore une fois, c'est pareil. Pour moi, la signature d'Asensio, je la classifierai en fonction de si elle est bien ou si elle est pas bien à la fin du mercato. Je m'explique pourquoi. Parce que Asensio, faut pas l'oublier, il a d'énormes qualités. Certes, il a eu une grosse blessure et depuis, c'est un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins flamboyant du côté d'Asensio. Malgré tout, il a quand même des choses qu'on n'a pas. Il a une qualité de frappe de loin qu'au PSG, on a de moins en moins. Vous remarquerez sur les dernières saisons des buts de l'extérieur de la surface ou alors des buts de 25-30 mètres du côté du PSG, il n'y en a pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'on affronte des blocs bas, on a énormément de difficultés et qu'on aime bien plus jouer en contre-attaque pour lancer un Mbappé par exemple. Donc avoir ce profil d'Asensio qui peut t'envoyer des fois des petits long shots, bon, il le fait pas tout le temps, mais vous m'avez compris, ça peut être intéressant. Faut pas oublier aussi que Asensio, il a eu une stat qu'il a débloquée cette année, débloquée entre guillemets. On dirait il a débloqué une caractéristique, non mais il y a une stat qui était sortie cette année comme quoi Asensio était le super sub qui avait été le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions, qui en gros c'était le joueur qui avait fait le plus de rentrées. Et avec ses rentrées, il avait apporté quelque chose de décisif, soit un but, soit une passe D. Donc ce genre de stats, c'est des stats intéressantes quand tu sais qu'au PSG, t'as ce truc de les remplaçants, entre guillemets, n'apportent pas grand chose. C'est vrai que généralement, quand tu fais des changements au club, enfin quand on fait des changements, surtout dans les gros matchs de Ligue des Champions et tout, c'est pas forcément pour apporter une plus-value. Donc tout ça, ça peut être assez intéressant, mais le problème et le gros point négatif que je vois arriver sur Asensio, c'est que j'ai bien l'impression, surtout que là, on a pris Luis Enrique il aime énormément Asensio, j'ai bien l'impression qu'Asensio soit parti comme titulaire. Et moi, alors Asensio c'est pas un mauvais joueur, mais en tant que titulaire au PSG pour aller chercher malgré tout notre objectif, même si bon, on le sait, on part d'un peu plus loin, l'objectif reste quand même la Ligue des Champions, au moins à moyen terme. Avoir un Asensio sur le flanc droit, même voir pourquoi pas en pointe, parce qu'on le sait avec l'Espagne, Asensio a souvent joué faux neuf sous Luis Enrique, ça me fait extrêmement peur. Donc c'est pour ça que je vous dis que le transfert de Marco Asensio, je le classifierai, je le noterai à la fin du mercato. Si on recrute un top attaquant, en plus un Harry Kane, un Kolo Muani, un Osimhen, pourquoi pas, qui pourrait faire une rotation. Du coup tu aurais un Neymar s'il reste, un Mbappé s'il reste, un Marco Asensio et un des joueurs que je viens de dire, un Bernardo Silva. Si Asensio est entre guillemets le premier super sub, le premier joueur de rotation que tu fais rentrer tout le temps, que dès que tu dois faire tourner un peu en Ligue 1, il joue, là, rien à redire, la prise de Marco Asensio est un bon coup. Après, c'est pareil, j'en ai pas parlé pour Skriniar, mais le salaire peut être un facteur important. Je crois qu'Asensio va toucher un énorme salaire au PSG. Et ça, c'est pareil. Après, tu le prends libre. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille. Tu l'as gratuitement, mais avec un aussi gros salaire enfin, avec le salaire que tu vas lui donner, est-ce que tu vas réussir à le revendre? Parce que là, tu l'as signé 3 ans. Donc, j'imagine que tu comptes pas t'inscrire avec lui sur la durée. Je pense que c'est pour. On connaît quand même Luis Campos. Hein. Luis Campos, on le vanne depuis qu'il est au PSG. Mais ça reste quand même un mec qui, en termes d'achat-revente, de trading de joueurs à Monaco, il sait faire. Prendre un Asensio gratuit et le revendre d'ici 1 ou 2 ans 20-25 millions, c'est quelque chose que Luis Campos peut complètement faire. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il a signé entre guillemets que 3 ans. Bon, malgré tout, ça reste quand même une bonne pioche, mais je le vois plus comme un joueur de rotation. Passons pour finir à Manuel Ugarte. Manuel Ugarte qui est le joueur, on va dire, entre guillemets, le plus compliqué à évaluer parce que c'est le joueur que j'ai le moins vu jouer des trois. Je vais reprendre ses dires. Lors de son interview. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir les interviews de tous les joueurs, comme j'ai dit. Cette année, je trouve ça plutôt sympa ce qu'a fait le PSG en termes de DA et tout. Donc,
C'est lui-même qui l'a dit, hein. Il a dit, moi je suis un joueur, j'aime beaucoup avoir le ballon dans les pieds, mais c'est pas ma qualité principale. Moi, le point fort que je me donne, c'est que je ne lâche rien, je suis combatif, agressif et j'aime énormément récupérer des ballons. Donc voilà, tu sens bien avec ce genre de déclaration que le style de joueur, ça va être un petit peu un milieu tout-terrain, un milieu qui va gratter du ballon, gratter des chevilles aussi, voilà, un milieu très rugueux, qui a un énorme volume de jeu, mais qui avec le ballon, techniquement, il est pas nul, mais il va pas t'apporter une plus-value énorme. Là où Ugarte aurait pu être intéressant avec certains coachs, prendre un Manuel Ugarte sous Luis Enrique, je sais pas si c'est vraiment le truc le plus pertinent. Il reste encore jeune, il a une marge de progression, peut-être que Luis Enrique le fera bien évoluer en termes de qualité technique, etc. Moi, de ce que j'ai vu de lui, honnêtement, je vous le dis, en termes d'abattage au milieu de terrain, oui, il va apporter quelque chose de fou. Après, dans le 4-3-3 de Luis Enrique, si Enrique reste sur son 4-3-3, où tu le fais jouer, en 6, je ne pense pas, parce que je pense que Luis Enrique va mettre un mec avec plus de ballons, un meneur de jeu un peu en 6. Pourquoi pas, il mettrait. Peut-être que Verratti jouera 6 d'ailleurs. Donc ça veut dire que tu le mettrais en 8. Pourquoi pas, un petit peu pour l'abattage en box-to-box et tout. Ouais, franchement, le cas Ugarte à l'heure actuelle, avec Luis Enrique en tant qu'entraîneur, je reste quand même assez mitigé. Même si, pour moi, un Ugarte peut apporter quelque chose par justement ce profil-là. Mais le truc qui me fait aussi un peu peur avec Manuel Ugarte, c'est que ce style de profil, on l'a bien vu, ces dernières années au PSG, ça n'a pas du tout fonctionné. Les Wijnaldum, les Ander Herrera, les Idrissa Gueye, vous voyez un petit peu ce style de profil de milieu de terrain là, bah c'est Ugarte se rapproche énormément de ce style là. Et ces dernières années au PSG, on l'a vu, ce style de milieu de terrain là n'a pas du tout fonctionné. Donc à l'heure actuelle, Ugarte, je reste assez mitigé, un petit peu comme Marco Asensio. Et donc finalement, on va conclure cette vidéo et je vais dire que pour l'instant, niveau mercato du PSG officialisation, vous l'avez bien compris que je reste assez mitigé. Surtout que on attend dans les prochaines annonces à venir Lucas Hernandez, j'en ai parlé très récemment sur la chaîne, j'en reparlerai au moment de l'officialisation s'il y a, mais vous sentez bien aussi que je suis très mitigé, voire même pas du tout en accord avec ce transfert. Et Cherendou et Lee Kang-in, ça reste des très jeunes joueurs qui viennent dans, enfin surtout Cherendou, je pense qu'il vient seulement pour entre guillemets jouer les 4e voire 5e rôles. Et Lee Kang-in, ouais, pareil, 3e, 4e rôle, donc c'est des transferts mineurs. Donc à l'heure actuelle, niveau mercato du PSG, moi personnellement je reste très sceptique. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis un petit peu dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce mercato du PSG. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.